On est le 1er mai 2018, on est dans la campagne du Pays de Caux. Il est 9h30 à peu près. Là, le téléphone de la gendarmerie sonne. Un accident est signalé au service de gendarmerie. Nous sommes au croisement de la D50 et de la D927. Il y a une foire à tout, pas loin à Auffay, qui est assez connue, donc les gens ont l'habitude de s'y rendre en fin de matinée. Ce qui fait que la D50 est une route assez fréquentée. Il y a un camion qui est sur le bas-côté, le moteur tourne à fond, il y a de la fumée qui sort. Et surtout, dans ce camion, il y a quelqu'un. Ces personnes, en même temps qu'elles appellent la gendarmerie, elles vont sortir le conducteur de l'habitacle, habitacle qui est en train presque de prendre feu, la fumée devient très importante. Ils vont détacher le conducteur qui a toujours sa ceinture de sécurité. On voit du sang et on voit également une sorte de liquide blanchâtre qui ressort du front. Sa tête est sanguinolente. On essaye de lui faire un massage cardiaque, on essaye de le réanimer. Juste à ce moment-là, un homme se rend au marché d'Auffay avec 2 amis. Il voit un attroupement, donc il s'arrête. Il se rapproche de l'attroupement. Il voit au sol un homme. Il s'agit de son futur beau-frère, Ludovic. Les pompiers arrivent et vers 10h, ils sont obligés de constater le décès. Lorsque les services de gendarmerie arrivent sur place, ils traitent la situation comme un accident de la circulation. Mais les gendarmes constatent très vite qu'il y a plusieurs impacts de plomb sur le pare-brise. Donc là, ils comprennent qu'ils n'ont pas du tout affaire à un accident de la circulation, mais à ce qui ressemble à un meurtre. Ludovic, 42 ans, est né et a grandi ici, à Bacqueville-en-Caux. Ludovic, c'est un enfant de la campagne, du Pays de Caux. C'est une famille qui est soudée, taiseuse et affectueuse. Ludovic, c'est un garçon d'une famille à plusieurs branches, une famille bacquevillaise honorable, très honorablement, de gens travailleurs, des gens simples, des gens travailleurs. Au collège, Ludovic rencontre celle qui deviendra sa première épouse. Ensemble, ils auront 2 filles. L'une d'elles, Eva, 19 ans, se souvient d'un foyer chaleureux. Je les ai pas connus très longtemps ensemble, mais en tout cas, le peu de temps où je les ai connus ensemble, c'était vraiment que des bons souvenirs. J'ai des souvenirs de vacances, des souvenirs de la maison où j'ai grandi. On s'est mis peu de temps après avec Mina. Ça a tout de suite collé, on s'est tout de suite bien entendu. On a très vite reformé une famille. Et ils étaient très proches, quoi. Mina, 31 ans, est déjà maman de 2 enfants d'une précédente union, dont Camille, qui se souvient du premier jour où elle a rencontré Ludovic. J'étais en CE1, donc c'était durant l'hiver. Moi, du coup, je le rencontre un soir de Noël, un 25 décembre le soir. Il était plutôt avenant, il était très souriant. On est dans une famille, effectivement, qui est une famille recomposée, où Ludovic endosse le rôle de père pour ses enfants biologiques, mais également pour les enfants de sa compagne. C'était quelqu'un qui était très très proche de sa famille. Si je dois le décrire en une phrase, vraiment qui avait le cœur sur la main.
Professionnellement aussi, tout semble réussir à Ludovic. Il travaille travaux publics. Il travaille chez des particuliers pour faire du travaux de terrassement et autres. Il a monté son entreprise tout seul, il travaille seul et il marche bien, il a une réussite professionnelle. C'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un de bien. Mais derrière l'image du bon père de famille, travailleur, se cache aussi une part sombre. Il y a un Ludovic qui aime bien sortir, qui aime faire la fête, qui consomme des boissons alcoolisées et lorsqu'il y a absorption d'alcool, il peut être violent et bagarreur. Il y a eu quelques condamnations pour notamment des violences et des non-paiements de pensions alimentaires. C'était du sursis ou un rappel à la loi. Il n'y a jamais eu de peine d'emprisonnement ferme. Bah après, c'est pas forcément un secret pour moi et c'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher. Que oui, il s'est bagarré plusieurs fois, mais en fait, il s'est bagarré quand il était alcoolisé parce que pour le coup, là, je pense que personne ne pourra dire le contraire. Il s'est jamais battu en étant à jeun et voilà, l'alcool, ça détruit beaucoup de choses. Une consommation qui a bien failli lui coûter la vie en 2009. On est au mois de juin, c'est la fête à Baqueville. Saint-Jean, c'est une des grosses fêtes de Baqueville. Ludovic décide de sauter par-dessus le feu de la Saint-Jean. Ludovic saute au-dessus du brasier, retombe dans le brasier et se consume. Et c'est Bruno qui se précipite pour l'en sortir. Bruno, c'est son copain, c'est son ami, il n'a pas réfléchi, il a foncé dans le brasier et il en a extrait. Ludovic est transféré à Clamart, à l'hôpital des Grands Brûlés. Il restera plusieurs mois et conservera des traces importantes de cet accident puisqu'il a été brûlé sur 70% de son corps et aura une peau extrêmement fine sur les parties brûlées. Dix ans plus tard, en 2018, Ludovic s'est assagi et prépare un grand événement. Je pense qu'il a rencontré la stabilité avec une future épouse cadrante. Il n'a plus aucune raison de battre la campagne et de faire n'importe quoi. D'ailleurs, le couple a prévu de se marier. La robe est achetée, les robes des demoiselles d'honneur sont achetées. Ludovic, ce matin du 1er mai, prend son camion et sa remorque. Il a promis à un de ses amis d'aller avec un plateau pour chercher un véhicule. Donc il prend la route vers 9h15, 9h30. Il doit aller chercher ce véhicule, puis ensuite préparer son mariage, puisqu'il a un rendez-vous avec la chanteuse qui animera son mariage, qui doit avoir lieu 2 mois et demi après. Il est prévu qu'il revienne pour le déjeuner. En bref, c'est une vie ordinaire et une journée normale qui s'annonce. Et finalement, il ne rentrera jamais et on le retrouvera mort dans ce champ. Sur le bord de la départementale, à Beauval-en-Caux, Ludovic vient d'être extrait de son véhicule en feu. L'homme de 42 ans est décédé et présente une blessure par balle. Les gendarmes commencent leur enquête, ils quadrillent le terrain, ils font appel à des chiens et les chiens retrouvent une cartouche. Il s'agit de chevrotine 9 grains. La chevrotine 9 grains, c'est une chevrotine extrêmement puissante, létale et destinée au gros gibier.
Il y a le camion, il y a les impacts de grenaille sur le pare-brise du camion. En revanche, il n'y a pas l'arme du crime. Et là, effectivement, les témoins sur place disent si c'est pas un accident, c'est un crime. Et si c'est un crime, on a quelques idées sur qui a pu le commettre. À Beauval-en-Caux, toutes les personnes qui ont porté secours à Ludovic sont entendues par les gendarmes. Il n'y a pas de témoins véritablement, mais les déclarations des premières personnes qui sont sur place sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que ces gens disent « la portière était fermée, je l'ai ouverte ». Ils disent également « le conducteur était attaché avec sa ceinture de sécurité ». Les premiers témoins, ils racontent qu'ils ont vu 2 hommes s'expliquer au carrefour. Mina, la compagne de Ludovic, alertée par son frère, arrive à son tour sur les lieux. Quand elle arrive, elle sait que Ludovic a eu un accident et que c'est très grave. Elle sait qu'il est décédé. Les proches de Ludovic sont rapidement informés. Eva, sa fille, se souviendra toujours de ce jour qui a bouleversé sa vie. On arrive chez ma grand-mère et ma mère arrive 20 minutes après. Elle s'assoit à côté de nous et elle nous dit voilà, votre papa il a eu un accident ce matin et il est décédé. Et sur le moment, j'ai pas bien compris. J'ai eu un peu un bug dans mon cerveau, comme s'il s'était mis en pause et je me suis écroulée, en fait, je suis tombée par terre. Je me suis mise à crier et c'était vraiment à ce moment-là que ça a basculé. Camille, la belle-fille de Ludovic, apprend la nouvelle par sa mère. Elle me dit « Ludo, il est parti, il a eu un accident de voiture, il est parti ». J'étais en état de choc. Je ne sais pas pourquoi, je vais sur Internet. Enfin, les réseaux sociaux, je vais sur Facebook et là, je me rappellerai toujours, je vois l'article « Homme tué par balle à Beauval-en-Caux ». Et là, j'ai tout de suite compris que Ludo, il n'était pas décédé d'un accident de la route. Pour les gendarmes, il y a urgence à retrouver le meurtrier de Ludovic. Les auditions des proches se poursuivent et ils vont découvrir que la victime était menacée depuis plusieurs mois. Tout de suite, on va se demander qui a intérêt à la mort de cette personne. Et le nom qui revient le plus souvent, même le seul nom qui revient, c'est celui de Bruno. Ludovic a un contentieux fort, très fort, avec son voisin qui s'appelle Bruno. Bruno et Ludovic se connaissent depuis qu'ils sont tout gamins, même si Bruno est plus vieux. Ils vont se perdre de vue et derrière, ils vont devenir collègues de travail dans une entreprise de travaux publics. Va s'en suivre une amitié extrêmement forte dont le climax sera ce feu de la Saint-Jean en 2009 au cours duquel Bruno va sauver la vie de Ludovic. Et ils vont être très amis. C'est même Bruno qui va aider Ludovic à acheter le terrain à côté du sien, dans le sens où c'est Bruno qui va dire à Ludovic il y a un terrain à côté du mien qui se libère. Ce terrain appartient à un agriculteur. Cet agriculteur décide de vendre par parcelle ce terrain, ce qui fait qu'il vend dans un premier temps à Bruno une parcelle de terrain, puis dans un second temps à Ludovic une parcelle de terrain. À l'époque, en 2016, Bruno souhaite faire un élevage de poules sur ce terrain, mais Ludovic, lui, compte bien y rénover une bâtisse. Et là, les difficultés, j'allais dire les disputes, naissent. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont vraiment des broutilles. Il y a une difficulté liée au fait que des arbres qui protègent la propriété de Bruno du vent soient coupés.
Il y a une difficulté, il y a un compteur électrique. Bruno n'a plus d'électricité parce qu'il y a une surconsommation électrique et il attribue cette surconsommation électrique à Ludovic qui se serait branché sur son compteur. Il y a ensuite des difficultés liées à la clôture et à la délimitation des deux parcelles. Ce sont finalement des difficultés assez classiques dans le cadre de conflits de voisinage. Et on passe d'un reproche à un deuxième reproche, à un troisième reproche, jusqu'à un moment, les hommes deviennent véritablement ennemis. Un conflit qui va atteindre son paroxysme à la fin de l'année 2017. Ludovic a peur de Bruno. Ludovic peut se confier à sa famille ou à des tiers en disant « je vais finir une balle dans la tête. Si jamais il m'arrive quelque chose, c'est Bruno. Je ne suis pas sûr d'arriver jusqu'à mon mariage. » Ludovic, c'est quelqu'un qui, en raison des craintes qu'il exprime, ne dort plus dans le lit conjugal, mais dort sur le canapé, volet ouvert. Mais je pense qu'en fait, il voulait surveiller la maison, pour être sûr que si le voisin vienne, qu'il le sache avant nous et qu'il puisse nous avertir. Nous, on dormait à l'étage, et la nuit, des fois, il venait me réveiller pour que... Ça arrivait souvent, pour que je lui mette de la musique pour pas qu'il s'endorme. Et puis, au fur et à mesure où il me réveillait la nuit, il me disait que... il allait mourir. C'est dans ces conditions que Ludovic prend une initiative. Il va dans le mobil-home de Bruno et il sait qu'il y a des armes et prend les armes et ramène les armes à la gendarmerie de Bacqueville-en-Caux. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais un nouvel événement va attiser les rancœurs. Fin décembre 2017, Ludovic constate que le pare-brise de son véhicule est brisé. Il va attribuer ce bris à Bruno. Quelques jours plus tard, le 31 décembre 2017, la compagne de Bruno va constater qu'il y a des impacts de balles sur son véhicule et à ce moment-là, ils attribueront ces impacts de balles à Ludovic. Il porte plainte à la gendarmerie. Les gendarmes, ils s'intéressent quand même à ce que disent Bruno et sa compagne. Et donc, ils vont faire une perquisition chez Ludovic pour essayer de retrouver l'arme dont le tir aurait pu casser la vitre. Et visiblement, ils ne la retrouvent pas, puisque Ludovic n'est pas plus inquiété que ça. Pour les enquêteurs, Bruno devient le principal suspect. Ils craignent alors qu'il s'en prenne à la famille de Ludovic. Une course contre la montre s'engage. On reçoit un appel de la gendarmerie qui nous dit qu'on est confiné à la maison, qu'il faut qu'on se barricade, qu'on ferme les fenêtres, qu'on mette des chaises devant les portes. Tout se passe très vite. Et de là, ils nous disent qu'il y a un hélico qui nous surveille au-dessus, qu'on est sous surveillance, que les forces de l'ordre sont à l'entrée du chemin, donc qu'on est surveillé. Ensuite, ils vont le chercher dans ces différents lieux de vie. Et les gendarmes finissent par cueillir Bruno, qui se laisse paisiblement interpeller sur les coups de 14 heures. Et on lui explique qu'il est placé en garde à vue pour l'assassinat de Ludovic. Bruno sera passé au tamponnoir. Le tamponnoir, c'est en fait lorsque quelqu'un tire avec une arme à feu, des résidus de poudre sont éparpillés, notamment sur les mains, et on retrouvera effectivement sur ces mains des résidus de poudre. Cinq heures après la mort de Ludovic, la garde à vue de son voisin Bruno débute. Au cours de sa première audition, il explique sa journée. Il reconnaît qu'il a un contentieux avec Ludovic, mais il explique qu'il n'a rien à voir dans la mort de Ludovic. Il dit non, j'ai pas d'armes, je me suis pas servi d'armes, et puis j'étais pas là. Il dit j'étais dans le bois à Bacqueville, puis après je suis passé voir, là je reviens de chez mes proches. Non, non, j'ai rien à voir. Mais au cours de sa troisième audition, Bruno change d'attitude. Bruno va demander à ce que son avocat ne vienne pas. Bruno explique
qu'il a menti au cours de ses 2 premières auditions. Il va dire « bon, on y va » et il explique d'une traite tout ce qui s'est passé. Il explique que ce matin-là, il s'est réveillé, qu'il était sur son terrain et qu'il a vu passer Ludovic et que Ludovic lui a fait un doigt d'honneur. Bruno, qui à ce moment-là était, il explique, peut-être un peu plus énervé que d'habitude, décide de prendre son véhicule et de partir à la poursuite de Ludovic. Donc la poursuite dure quelques minutes. C'est pas une poursuite à haute vitesse. Il va s'arrêter une première fois. Ludovic continue son chemin. Il reprend sa course, il redépasse Ludovic, demi-tour de Bruno, qui va à la poursuite de Ludovic et qui, cette fois-ci, lui fait une queue de poisson. Le véhicule est par conséquent contraint de s'arrêter. Des insultes sont échangées, puis Bruno va finalement en venir aux mains avec Ludovic. Il va grimper à la cabine de son camion. Et là, Ludovic aurait dit à Bruno « Arrête, je vais te tuer ». Et il se serait penché sur le côté droit. Ce qu'explique Bruno, c'est qu'il a entendu un bruit métallique. À ce moment-là, Bruno se dit « Ludovic est en train de chercher une arme ». Or, Bruno, dans sa voiture, a une arme, un fusil dissimulé sous une veste. Et il revient vers le camion de Ludovic en ayant l'arme prête à tirer au niveau de sa hanche. Et ce qu'explique Bruno, c'est qu'à ce moment-là, le camion de Ludovic aurait démarré en trombe dans sa direction. Et il tire. Et il nous dit, j'étais en légitime défense parce que sinon, il allait m'écraser. Bruno comprend qu'il y a un problème. Il se rend au niveau de la portière conducteur du camion qui est arrêté, enlisé dans le champ. Et à ce moment-là, il constate la mort de Ludovic. Il explique qu'après, évidemment, il est totalement paniqué, que sa première préoccupation, c'est de se débarrasser de l'arme. Donc il va prendre le fusil et il va le déposer à 1 km de là, derrière un container. Ensuite, il va expliquer aller en forêt, marcher entre 1h30 et 2 heures pour reprendre ses esprits. Bruno est ensuite parti chez sa famille. À l'issue de la garde à vue, il est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Les gendarmes s'intéressent alors au parcours de cet homme. Bruno, il a 54 ans. Son père était mécano dans une laiterie à Longueville-sur-Scie. Sa mère y était comptable. Il a eu une enfance tout à fait normale. Il a eu une vie tout à fait normale. C'est quelqu'un qui était un passionné de mécanique et qui a commencé à faire un apprentissage de mécanicien dans le garage de son oncle à Bacqueville-en-Caux. D'ailleurs, son cousin qui a repris le garage dira « Mais Bruno, par rapport à moi, il avait des mains en or. » C'est un peu le mécano de village, la personne qu'on va voir lorsqu'on a un problème avec sa voiture, qui est toujours prêt à donner un coup de main. Et puis Bruno, c'est quelqu'un qui a eu un grave accident du travail en 2010 et qui ne peut plus être mécano. Et qui, depuis, essaye de se reconvertir dans l'élevage. Donc il avait acheté un terrain pour faire de l'élevage de volailles. C'est un type qui a une personnalité un petit peu curieuse quand même, dans la mesure où il est passionné par tout ce qui est militaire. Il est toujours habillé de treillis, de rangers. On sait qu'il lui arrive de se promener à Bacqueville-en-Caux avec un sabre à la jambe. Ça dénote quand même, me semble-t-il, un certain caractère quand même de violence. Et l'homme a déjà eu affaire à la justice. Bruno, s'il a des condamnations pour des violences conjugales, notre condamnation pour du recel de bagnole. Mais ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait parler de lui. C'est quelqu'un qui s'était beaucoup assagi. Depuis 2 ans, Bruno misait beaucoup sur son projet d'élevage de poulets, sur le terrain voisin de celui de Ludovic.
Sauf qu'en réalité, Bruno n'aura jamais les autorisations, Bruno n'aura en réalité jamais les moyens humains et financiers de mettre en place cet élevage qui prendra jamais vraiment corps. De l'autre côté, Ludovic, qui remonte une grange, qui se fait aider par sa famille. Et très rapidement, c'est un écart important qui existe dans l'exploitation des deux terrains. C'est probablement un des ressorts de cette inimitié. En fait, il va y avoir une sorte de guerre froide. Bruno et Ludovic vont soigneusement s'éviter, vont cohabiter en s'évitant. Mais ils savent que s'ils se croisent, ça peut partir mal. Chacun dit d'autre, de toute façon, c'est lui ou moi. Et ben, c'est ce qui se passe. Il fallait pas qu'ils se croisent. Et ils se sont croisés ce fameux 1er mai 2018, le matin. Pour le juge d'instruction, l'enjeu est à présent de déterminer si, oui ou non, Bruno s'est défendu face à Ludovic. Les médecins légistes, ils sont clairs. Bon, le décès est imputable, bien évidemment, à ce tir. On sait, et l'expert balisticien le confirme, que c'est un tir extrêmement proche, 4,50 m à 5,50 m, et on est par conséquent sur un tir inratable. Et les experts, d'ailleurs, nous diront, par rapport aux blessures, qu'il avait probablement la tête légèrement sur la gauche. Et c'est important aussi, parce que ça permet de dire qu'en réalité, il cherchait à partir. Moi, je me mets à la place de Ludovic. Il est dans son camion, il n'a pas d'arme, et il voit à 4 mètres, c'est pas bien loin. Il voit à 4 mètres Bruno avec une arme. Que l'arme soit épaulée ou à la hanche, on n'a qu'une chose à faire, c'est essayer de fuir. Autrement dit, la version de Bruno, soutenant qu'il pensait que Ludovic allait sortir une arme, ne tient pas. Pas plus que les coups que la victime lui aurait portés. Bruno prétend que Ludovic a donné des coups de poing. Or, le fait qu'il ait été brûlé fait que s'il a donné des coups de poing, nécessairement il aurait eu de la peau arrachée, ce qui n'est pas le cas. Et l'autopsie n'a révélé aucune lésion sur les mains de Ludovic. Le juge ordonne alors une reconstitution. La reconstitution non plus n'apporte pas vraiment d'éléments supplémentaires à l'enquête. Et en réalité, et c'est là une des originalités de ce dossier, c'est que on finit l'enquête exactement lorsqu'on l'a commencé, avec quelques certitudes fortes sur l'essentiel, mais beaucoup d'incertitudes sur les circonstances. Tous les actes d'enquête qui ont été faits au cours de cette information judiciaire ne permettent ni de confirmer ni d'infirmer aucune thèse. Ni celle de Bruno, c'est-à-dire celle d'un tir soudain faisant suite à l'accélération du camion en sa direction, ni celle de la partie civile qui soutient la préméditation. Si c'était prémédité, dans ce cas, c'est que c'est très très mal préparé. Le déroulé des faits et ce qu'on retrouve sur les lieux permet, pour moi, d'écarter toute préméditation. Un homme qui tire sur un autre, avec lequel il a un conflit notoire, qui ne prend ni gants, ni cagoule, qui ne change pas ses vêtements, qui ne prévoit pas de plan de repli et qui fait le tout sur une route extrêmement fréquentée, surtout ce jour-là, la préméditation ne tient pas la route. Mais la famille de Ludovic soutient qu'il n'aurait jamais menacé Bruno. La légitime défense, c'est quoi? Je suis en légitime défense si je suis victime d'une attaque. Pas d'une attaque qui va me mettre en danger. Et que je riposte concomitamment avec une riposte qui est proportionnée. Là, la question qui se pose, où est l'attaque? Vous avez un type qui est dans son fourgon, qui n'est pas armé, qui est attaché avec sa ceinture, que l'on a poursuivi et que l'on a contraint à s'arrêter, qu'on a bloqué. Où est l'attaque? Comment Bruno peut-il dire qu'il était en danger? Il prétend que s'il a tiré, c'est parce que Ludovic lui a foncé dessus avec son camion. Je rappelle la scène. Il est entre 4,50 m et 5,50 m
du camion au moment du tir. Le camion est à l'arrêt total, ça c'est une certitude. Le camion, par conséquent, doit démarrer et un camion qui fait 6 mètres avec une remorque qui en fait 7, clairement, pour démarrer à vive allure, c'est un petit peu compliqué. Donc on est sur une certitude, c'est que Bruno, lorsqu'il prétend qu'il a eu un tir réflexe par légitime défense, par un camion qui lui fonçait dessus, ça ne correspond pas à la réalité purement mathématique du dossier. Donc la seule solution qui va pouvoir départager ces deux thèses, ça sera la vérité de l'audience. Quatre ans après le meurtre de Ludovic, le procès de Bruno s'ouvre. L'homme comparaît pour homicide volontaire. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Quand il y a mort d'homme, le procès est toujours tendu. Les victimes attendent le procès pour savoir. Ce qu'une victime veut, c'est que l'accusé puisse dire devant elle ce qu'il a fait. C'est la première fois depuis le drame qu'Eva et Camille vont être confrontés aux meurtriers de leur père et beau-père. Pendant ces 4 années-là, je me suis posé plein de questions et je me dis que là, enfin, je vais pouvoir peut-être avoir des réponses et puis ça va clôturer un cycle. J'appréhende parce que je sais que ça va être un moment compliqué. Ma mère pas que ma mère nous ont dit qu'il y allait avoir des mauvaises choses dites sur notre papa, des choses dures à entendre. Et donc j'appréhende quand même, aussi beaucoup surtout de le voir. Je veux absolument des explications. Tout le monde mérite des explications. Déjà les filles de mon beau-père, ma mère, moi, ma sœur, la famille. Et en fait, en arrivant au procès, quand on lui a demandé s'il reconnaissait les faits, il a dit qu'il se sentait mal en prison, qu'il se sentait enfermé, qu'il n'était pas seul alors qu'il voulait être seul. À la barre, Bruno maintient ses déclarations et continue de plaider la légitime défense. On a affaire à un Bruno droit dans ses bottes, arrogant, déplaisant, peu sympathique. Il est absolument convaincu que sa défense portera ses fruits. Il est absolument convaincu d'avoir raison. Et donc, il va s'évertuer à persister et signer. Ça fait mal au gosse. Mais ce qui fait encore plus mal à ces deux filles, c'est d'entendre Bruno dire « j'étais obligé de le tuer ». Et ça, c'est insupportable. Au cours des débats, il est rappelé que Bruno et Ludovic étaient en conflit depuis 2 ans. Et plusieurs témoignages, dont celui d'une amie de Bruno, vont venir mettre à mal sa défense. Bruno dit ce sera lui ou moi, je vais lui tirer une balle dans la tête. C'est-à-dire qu'il y pense. Après, le témoignage est atténué, mais il m'a dit non, je ne le ferai pas puisque j'ai 2 enfants et Ludovic aussi a des enfants. Ça atténue un peu cette détermination, mais l'idée, elle est là quand même. À l'issue des débats, l'avocat général requiert une peine de 20 ans de prison pour meurtre. Verdict, meurtre, sans préméditation, mais 20 ans de réclusion criminelle. On se tenait la main et quand ils ont annoncé 20 ans, on a eu comme un soulagement. On s'est dit c'est pas assez, mais c'est toujours ça, c'est toujours 20 ans. C'est une peine lourde et Bruno choisit d'interjeter appel de cette décision. Quand je sais qu'il fait appel, je me dis c'est pas possible. On recommence tout à zéro, on recommence tout depuis le début. On va devoir revivre une 2e fois ça. Une fois c'était pas évident, mais 2 fois ça l'est encore moins. Moins d'1 an après la première instance,
le procès en appel de Bruno s'ouvre. L'état d'esprit, vraiment, quand le procès ouvre à Évreux, je l'ai déjà fait une fois, donc j'attends juste que ça se passe, en fait. Le deuxième procès se déroule dans une ambiance plus apaisée. Bruno va finir par reconnaître la dimension volontaire du crime. Ce qu'il explique, Bruno, c'est qu'au moment où il tire, il ne veut pas la mort de Ludovic. Il n'a pas le temps de la vouloir. Ça va trop vite. Mais il explique qu'il est parfaitement conscient de tirer à la chevrotine en direction de Ludovic et qu'à ce moment-là, les conséquences prévisibles, c'est la mort. Et il va dire, au cours de cette deuxième journée, aux enfants de Ludovic, « Je suis le meurtrier de votre père ». Un incroyable coup de théâtre, mais qui sonne comme une stratégie de défense pour les parties civiles. À ce moment-là, ça fait mal, j'ai les larmes aux yeux, je pleure même. Mais je me dis pas vraiment « enfin il le dit » parce que pour moi c'est un peu de la stratégie à ce moment-là. Et puis c'est son avocat qui lui explique que s'il le dit, il pourra peut-être réduire sa peine. Je pense que c'est surtout pour ça. Parce que sinon, il l'aurait dit avant. Bruno écope finalement d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle, soit 5 années de moins qu'en première instance. Ce que la Cour a retenu, c'est l'évolution dans la réflexion de Bruno, le fait qu'il reconnaisse que ce soit un meurtre. Au moment où la juge l'annonce, je la regarde et je lui dis je suis dégoûtée, avec les larmes aux yeux, et puis je suis déçue dans le sens où voilà, il a ce qu'il veut, alors que en fait il devrait même pas pouvoir faire des réclamations. Après voilà, c'est la justice qui est faite comme ça, on peut pas aller à l'encontre. Mais il y a une partie de moi qui me dit de toute façon sa peine, ça changera rien à mon chagrin, et puis ça fera pas revenir mon père. Comment on arrive à se reconstruire? Je pense qu'une grande partie avec le temps. Et puis moi aussi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est ma thérapie que j'ai faite avec ma thérapeute, qui aide beaucoup à travailler sur soi-même, à peut-être même répondre aux interrogations qu'on peut se poser. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidée. Je me dis, toutes les étapes dans notre vie, il les verra pas. Il sera pas là. Il n'a pas vu maman s'épanouir dans son travail. Il nous voit pas nous grandir. Il sera pas là si ses fils marient. Il connaîtra jamais mon petit copain. Il connaîtra pas ses petits-enfants. Et je trouve c'est impardonnable. Ce qui me manque le plus chez lui, en fait, c'est lui, quoi. C'est lui, c'est sa présence, c'est... Grandir sans papa, c'est vraiment, vraiment compliqué. Pour parler au nom de toute la famille, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il nous manque beaucoup.